firme pour asseoir son pouvoir. Peux-tu nous en dire plus là-dessus? Puis après 4, quand nous pensons au totalitarisme, nous imaginons un régime politique avec un leader charismatique, un parti unique, des manifestations de masse, une répression féroce et un contrôle de l'État sur tous les pans de la vie de l'individu. C'est évidemment pas la définition que tu donnes du totalitarisme pervers. Tu t'appuies sur les travaux d'Hannah Arendt pour expliquer la genèse libérale de cette forme de totalitarisme et en donner une définition. Je te laisse développer derrière. Et pour finir, peux-tu nous expliquer en quoi la politique de Total s'inscrit dans cette nouvelle forme de domination? Ah, très bien. Ça te va? Oui, j'espère pas être long au démarrage. Je n'ai pas tellement de doutes, mais comme c'est un sujet qui a été le mien il y a 2 ans et maintenant je travaille sur Aristote et d'autres choses. Donc, faut un petit peu que je ravive ma mémoire, quoi. Mais ça devrait aller dans un cadre interactif, quoi. Bon, mais très bien. Et donc, oui, alors comme on t'avait dit au départ plutôt 45 minutes, mais vu qu'il n'y aura pas de questions, tu peux développer, te soucie pas trop du temps, parce qu'on a 1h30 nous là-bas, tu peux déborder d'1 heure tranquillement. Hein. Ouais, ok, on va prendre. C'est sûr qu'en même temps, quand les gens regardent comme ça un écran, ça peut être un peu plus lassant que lorsqu'il y a quelqu'un sur place. Là. Donc, il se peut que j'ai spontanément envie de faire tenir les choses dans des propositions plus succinctes, là, plus synthétiques. On verra comment les choses se présentent. Je connais des gens à Pau qui s'intéressent à Total, étant donné qu'il y a que la firme a une présence là, historique là, chez vous. Donc, peut-être que je peux aussi vous mettre en lien pour avoir un complément. Parce que moi, j'ai l'impression que quand on fait des présentations publiques, s'il y a quelqu'un sur écran, c'est toujours bien qu'il y ait quelqu'un sur place. Comme ça équilibre un peu le rapport. Sinon, ça peut être assez froid. Là, comme, ouais, ben avec plaisir, ouais. Il y avait 2 journalistes qui avaient fait tout un reportage à Mediapart sur Total chez vous. Je pourrais retrouver leur nom et peut-être qu'ils pourraient intervenir, parler de leur dossier. Là, c'était sur le site de l'AC par rapport disons, aux conséquences aujourd'hui pour la population qui est aux abords du site de l'AC. Il a fait de les inviter, même si c'est privé, je pense. Je les avais rencontrés à Pau, en tous les cas, donc je vous mettrai en lien, quoi. Mais enfin, allons-y, puis on verra combien de temps on file, quoi. Et ça me fait plaisir qu'on interagisse, là. Si jamais il y a des questions de précision, là, dans ce chemin de fer-là, je ferai plaisir qu'on interagisse, quoi. Bon, oui, parfait. Et là, comment ça sera enregistré? C'est l'écran, l'image que j'ai en haut à droite, c'est ça qu'on va voir, quoi. C'est toi qu'on va voir, hein? Oui, oui. Okay. Toi, on ne te verra pas en contre-champ. Non, en haut le truc, mais ok, très bien. Pas moi intéressant. Je serai en vrai, donc tu pourras me voir en vrai. Bien, on y va? Je vais augmenter le son. Ouais. Très bien. Bien. Bon, Alain Dedon, on te remercie d'être avec nous. Désolé pour cette conférence qui n'a pas lieu en direct, c'est notre faute. On s'en excuse encore. Et je rappelle que toi, tu es professeur de philosophie à Paris 8, que tu es directeur du programme au Collège international de philosophie, que tu as écrit... Docteur en philosophie de l'Université de Paris 8. Docteur en philosophie, pardon. Et que tu as écrit plusieurs livres, notamment des livres sur Total. De quoi Total est-elle la somme? Tu as écrit aussi La médiocratie, d'autres livres en français, aussi en anglais. Et il y a aujourd'hui, on voulait t'interviewer à propos de ton livre Le totalitarisme pervers, qui est reparu en 2017, rue de l'Échiquier, donc le totalitarisme pervers d'une multinationale au pouvoir. Donc, on va commencer tout de suite en te posant la première question. Donc, dans ton livre, tu te sers du cas de la multinationale Total pour démontrer qu'il existe aujourd'hui un totalitarisme pervers exercé par les multinationales. Alors, peux-tu avant tout nous expliquer en quoi on ne peut plus définir Total comme une multinationale française, mais plutôt comme un pouvoir supranational?
Ouais, en fait, moi, ce qui m'a intéressé dans ma recherche, c'est deux choses. C'est que d'une part, nous outiller collectivement pour penser les multinationales. J'ai eu l'impression, en m'intéressant à ces entités-là, à ce sujet historique-là qu'est la multinationale, nous n'étions pas outillés pour le faire. C'est-à-dire que si on part sur la base de l'enseignement qu'on a des notions politiques, disons au lycée ou dans les journaux, et qu'on essaie de concevoir au fond la multinationale comme une entreprise qui se trouve en quelque sorte à occuper la fonction d'un joueur social, d'un acteur social dans un ensemble qui est chapeauté par un État, qui est soumis à des lois, qui est soumis donc à la volonté populaire, qui est traduite par des lois, toute cette espèce de, au fond, cette espèce de lecture scolaire de ce qu'est la politique, de ce qu'est la loi, et de ce que sont les acteurs sociaux, nous amène à errer. Ça nous amène à penser les choses selon une conceptualisation, une représentation du monde qui n'est pas conforme à la façon dont les choses évoluent, notamment au 21e siècle et depuis, je dirais, la deuxième moitié du 20e siècle, là, très clairement. Quoi. Bon. Il m'a semblé nécessaire de penser autrement la multinationale en partant de cette idée que lorsqu'on parle d'une firme, en l'occurrence Total, et qu'on dit, voilà, Total est une entreprise pétrolière française, ce qu'on pourra lire dans les journaux à peu près à chaque fois qu'il est question d'elle, on se trompe sur tous les mots. On se trompe sur une, on se trompe sur entreprise, on se trompe sur pétrolière et sur française. C'est l'objet de ta question. Avant d'y répondre directement, je préciserai qu'il me semblait intéressant de penser le pouvoir des multinationales en tablant sur un cas d'école. Notamment une entreprise qui s'appelle Total, il y reviendra, c'est pas banal, hein, surtout s'appeler Total au milieu du 20e siècle, au moment où Hannah Arendt réfléchit sur la notion de totalitarisme, hein, il y a quelque chose d'éloquent là, et qui émane du domaine pétrolier, hein, qui est, je dirais, à la source de la création des multinationales telles qu'elles existent aujourd'hui dans d'autres secteurs, la pharmaceutique, l'agroalimentaire, l'informatique, le divertissement, et ainsi de suite. Bon, plutôt méthodologiquement, là, plutôt que de simplement parler des multinationales d'une manière large, un peu aussi floue, puis de temps en temps, si par exemple, concernant Monsanto, puis ensuite Microsoft, puis ensuite, je ne sais trop, moi, je veux dire United Fruit, puis j'avais peur qu'on me reproche d'aller chercher les exemples qui conviennent à une thèse qui serait strictement prosélyte, quoi. Bon, et donc là, l'idée, c'est que ça a été pour circonscrire mes cas, mes exemples, ma démarche à une seule entreprise pour montrer que dans une seule entreprise, on trouvait énormément de problèmes qui sont ensuite transposables avec des analogies, puis des adaptations, des nuances, puis des précisions à d'autres groupes, hein, dans le domaine de l'énergie, bien sûr, mais dans les secteurs que j'ai mentionnés. Bon, par rapport à Total, je dis ça parce que ce que je dis de Total vaut pour toutes les multinationales d'une manière, je dirais, synthétique, là, essentielle. Là. Il y a quelque chose là d'un idéal type qu'on peut commencer à dessiner là, à partir du cas de Total. Pourquoi dire que Total n'est pas une société française? Tout comme Bombardier n'est pas une société canadienne, tout comme ExxonMobil n'est pas, ne peut pas être réductible à des intérêts liés aux États-Unis comme État, quoi. Bon. C'est tout simplement parce que la firme a été offerte, j'aurais presque envie de dire bradée, au marché financier, qui sont animés, dominés par des grands détenteurs d'actifs que sont les investisseurs institutionnels, les grands actionnaires. Et cela s'est passé en plusieurs étapes. Il faut voir Total comme la synthèse aujourd'hui de trois grandes entités historiques. La Compagnie française de pétrole créée en 1928, Elf, créée au retour de Charles de Gaulle au pouvoir à partir de 1958 et des années 60 plus particulièrement,
dans l'esprit du gaullisme là, et de l'approche néocoloniale du gaullisme, notamment en Afrique, et une entreprise qu'on a tendance à négliger quand on fait l'histoire de Total, mais qui n'est pas anecdotique, là, qui est Petrofina. À partir des années 2000, Total, qui s'appelle Total Fina Elf, à ce moment-là, est la fusion, le résultat d'une fusion de ces trois groupes-là. Et chacun apporte à cette major du pétrole, là, que devient Total avec les autres grands groupes, là, Shell, BP, ExxonMobil, Chevron, apporte des compétences particulières. Et j'aurais envie de dire aussi, représente des problèmes particuliers si on est démocrate. Chaque firme, chacune de ces trois firmes-là a des compétences particulières, un savoir-faire particulier que je peux résumer rapidement. La Compagnie française de pétrole, elle a été d'abord et avant tout, en 1928, une société créée d'une manière inconstitutionnelle par la République française, au moment de la Troisième République, pour faire partie d'un cartel qui gère le pétrole pratiquement à l'échelle mondiale en étant affranchi des États. C'est que les États créent une sorte de Frankenstein, qui est un cartel constitué, pour faire une histoire courte, de Total, l'ex-compagnie française de pétrole, qui est l'ancêtre historique de Total, Shell, BP, et un consortium d'Américaines dominé par la Standard Oil des Rockefeller. Et ensemble, on va gérer, administrer, capitaliser sur le pétrole qui se trouve au Moyen-Orient. Et on crée une sorte de cartel qui génère un cadre dans lequel le pétrole est administré, vendu et exploité, surtout. Donc, la Compagnie française de pétrole se spécialise dans des partenariats, surtout avec des firmes néerlandaises, britanniques ou américaines. Donc ça, c'est son savoir-faire. C'est comment, au fond, tirer son épingle du jeu, parce que quand Total, la Compagnie française de pétrole, est lancée dans le jeu des cartels pétroliers en 1928 jusqu'à la fin du 20e siècle, elle est petite et elle arrive en fait à ruser. Si elle obtient ces parts-là, c'est parce qu'elle a acquis... Si elle a un rôle à jouer, disons, dans le cartel pétrolier mondial, c'est qu'elle a acquis les parts allemandes au sortir de la Première Guerre mondiale parce qu'elle fait partie des vainqueurs. Bon. Donc, on a cette entité-là, capable de ruser, capable de négocier, capable de jouer dans la cour des grands. On a par ailleurs Elf, qui est, on en parlera tout à l'heure, une société créée par De Gaulle pour, en quelque sorte, sortir la France de ces cartels dont fait partie la Compagnie française des pétroles, qui sont dominés par ceux qu'on appelle à ce moment-là les anglo-saxons. Bon. Donc, Elf constitue une société française qui, d'une manière autonome, cette fois, va se donner son propre giron pétrolier, à savoir les anciennes colonies d'Afrique. Elle va se spécialiser dans des politiques et des pratiques néocoloniales, violentes, répressives, sourde, occulte. François-Xavier Verschaere en a très bien parlé dans ses ouvrages, qui consiste à gérer des États en entier en téléguidant des régimes politiques créés de toutes pièces pour satisfaire les soifs pétrolières françaises et un souci d'approvisionnement et d'enrichissement autour de cette pétrole devenu absolument central et névralgique au XXe siècle. Et c'est évidemment le Gabon, le Congo-Brazzaville, dans une moindre mesure le Cameroun, le Tchad. Bon. Et on a la Petrofina qui sera acquise par l'ex-compagnie française des pétroles qui deviendra Total à la fin du XXe siècle et qui donnera son nom à la fusion des trois grands groupes. Petrofina, qui, elle, apporte un capital international. Et c'est là où il commence à y avoir un glissement avec Petrofina, qui comprend comme principal actionnaire la famille Frère de Belgique et les Desmarais du Canada, la famille Desmarais. Bon. Au moment où, je pense sur le détail, parce que c'est toute une saga politico-financière, là, au moment de la fusion en 2000 de Petrofina, Total, l'ex-compagnie française de pétrole, et Elf, on obtient l'actuelle Total. On a là une compagnie qui allie
ces trois compétences-là. Elle peut, d'une part, négocier avec les grands. Elle a développé ce savoir-faire-là. Elf a développé aussi ce savoir-faire-là sur le tard. Elle a un savoir-faire en ce qui concerne la création de toutes pièces d'État de nature coloniale et l'organisation d'un cadre d'exploitation, à savoir un État qui devient une sorte d'enveloppe juridique simplement pour satisfaire les besoins de sécurité juridique et financière d'une entreprise qui investit massivement dans des projets pétroliers, et l'accès aux capitaux internationaux. Le fait d'être connecté à des différents, au fond, à différents pouvoirs d'investissement, différentes sources d'investissement. C'est d'autant plus intéressant qu'entre-temps, la France s'est départie par la France, j'entends la République, là, les autorités publiques françaises se sont départies de leurs actions, de leur participation dans les deux principales entités qui étaient les siennes. Il faut savoir que la Compagnie française de pétrole a toujours eu pour l'État un actionnaire minoritaire, ce qui gênait beaucoup le pouvoir gaulliste, qui a ensuite créé ELF pour pouvoir contrôler l'entité publique et se retrouver en situation d'actionnaire majoritaire, ce qui a été le cas pour ELF. Donc, ELF était une entité contrôlée par l'État, tandis que la Compagnie française de pétrole est une entité dans laquelle l'État avait seulement une participation minoritaire. Il reste qu'à partir de l'élection du gouvernement Chirac en 1986, celle du gouvernement Balladur en 1993, l'État s'est trouvé à se défaire de ces actions-là, donc de son contrôle sur le pouvoir pétrolier, et le champ du cygne est advenu avec l'affaire Elf au milieu des années 1990, où là, la société était devenue tellement clairement, ostensiblement, au vu, au su de tous, une pompe à fric pour les partis politiques au pouvoir, dits de gauche comme de droite, qu'on a fini par, au fond, se débarrasser du problème en la privatisation sous le... Donc, à la fin du 20e siècle, le gouvernement français a moins de 0,5% des parts de la Compagnie française de pétrole ou ELF en main. Il y a une société donc privatisée. Et du moment qu'elle est privatisée, elle appartient à qui? Ben, à ses actionnaires. Et ces actionnaires, ils sont où? Ben, aujourd'hui, ces actionnaires, c'est la firme d'investissement BlackRock, qui est dominée par Larry Fink, un des plus grands actionnaires du monde. C'est toujours la famille Frère et Desmarais en tandem, qui a moins de parts que déjà, mais qui est quand même un acteur important. C'est le gouvernement chinois, les autorités publiques du Qatar, les Qataris. Il y aura des fonds offshore. Et c'est eux qui dominent Total. Total, aujourd'hui, a pour actionnaires français des porteurs qui représentent 28% seulement de l'ensemble des actionnaires. Et si on considère les investisseurs institutionnels qui sont ceux qui sont vraiment capables d'avoir du pouvoir sur les destinées d'une firme, là, je pense qu'on tombe, je regarde mes fiches, là, à 16%. Donc, seulement 16% des investisseurs institutionnels qui ont des parts dans Total et qui peuvent vraiment peser, là, parce que c'est eux qui ont souvent des groupes d'actions et qui ont un pouvoir d'intervention. Là, on tombe à 16%. Donc, ça veut dire que, au fond, Total, aujourd'hui, est une entité qui appartient à ceux qui ont le pouvoir d'acheter des actions. Et on le voit très bien par la conduite de la firme. Quand la firme ferme des sites de raffinage en France ou réduit leur cadence au profit de méga centres de raffinage et de traitement qui vont être en Arabie Saoudite ou en Iran ou en Asie, on comprend que son fonctionnement administratif est au service d'intérêts qui n'ont plus rien de français. Le reste, c'est du folklore. Le siège social est à Paris. Étrangement, tout l'appareil politique, diplomatique, la députation,
Je parle des ambassadeurs, je parle du ministre des Affaires étrangères, je parle de certains députés, vont continuer à servir la firme comme si elle représentait des intérêts français, alors qu'elle le fait, finalement, j'aurais envie de dire bénévolement, quoi. Parce qu'au fond, on est au service d'une firme qui est française dans les formes, mais qui, de fait, n'existe que pour satisfaire un actionnariat international en majorité, une majorité relative, en majorité états-unien. Et ensuite, Qataris, Chinois, comme je disais tout à l'heure, Suédois, Belges, Canadiens. Bon, et quelque part là-dedans, il y a quelques actionnaires français qui ramassent la part de la mise, mais qui sont tout à fait minoritaires. Donc, on est dans une sorte de... On est un petit peu comme des jouets mécaniques là, qui agissent comme ça sans trop savoir pourquoi, parce que ça a toujours été le cas. Je veux dire, la République française a malheureusement toujours été au service de ses institutions et ses organisations pétrolières, et on continue de le faire, même quand ces institutions-là ont été livrées au marché, comme si elles représentaient des intérêts français. Ça ressemble à des vieilles croyances. Oui. Et, et par exemple, Excusez-moi, je me permets un ajout qui est plus de nature sociologique. Là. Il faut se questionner sur les intérêts de ces acteurs-là. Pourquoi un ministre des Affaires étrangères? Ils ne sont pas fous, ces gens-là, ils comprennent, ils savent très bien que c'est là un actionnariat international qui est à la tête de Total. Total produit aujourd'hui son information essentiellement en anglais. J'ai même cité dans mon livre des moments où des représentants de Total, des administrateurs qui parlent, cela dit, en passant un anglais absolument exécrable, s'efforcent de parler en France quand il s'agit de formuler ce qu'il en est des positions de la firme, simplement par envie de faire partie de cette espèce de, au fond, d'univers des puissants quoi, qui ont pour langue cette espèce d'anglais pauvre là, du management. Donc, et pourquoi on en est là? C'est parce que Total, que ce soit sous la forme de son ancêtre Elf ou dans une moindre mesure celle de l'ex-compagnie française des pétroles, avait une capacité à financer des campagnes électorales, des carrières politiques, ou éventuellement des parachutes. Par exemple, un président mal aimé de la République française, François Hollande, qui se voit créer sur mesure une espèce d'ONG pour se donner une sorte de contenance lorsqu'il va quitter l'Élysée parce que personne ne veut de lui, nulle part, et qui est financé par Total, nous montre que la firme est capable, au fond, de prendre soin de ses serviteurs au pouvoir lorsque ceux-ci se cherchent une sorte de légitimité publique ou une sorte de contenance, quoi. Bon, donc on a là une firme qui est encore capable, au fond, de financer un réseau d'influence au sein de l'appareil d'État, alors que ce réseau d'influence-là, même d'une manière indirecte ou lointaine, n'est en rien au service des citoyens et citoyennes de la République française, mais au service d'un actionnariat. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on n'a pas seulement privatisé une firme au sens de son capital. Souvent, quand on parle de privatisation, on ne se rend pas compte sociologiquement de tout ce que ça représente. Quand on a privatisé la Compagnie française des pétroles et Total entre 1986 et 1998, là, grosso modo, et qu'on a vendu toutes les actions que détenait la République au marché, à l'avantage du marché. Qu'est-ce qu'on a privatisé? Quand on y pense, là, bien sûr qu'on a privatisé quoi? Les infrastructures. Elles n'appartiennent plus à l'État, même pas en partie, où le flux de revenus qui découle de l'exploitation de ces infrastructures-là n'appartient plus à l'État, il appartient au marché. Bon, on privatise aussi un savoir-faire, des brevets, des compétences, mais aussi on privatise des réseaux d'influence. On privatise des services de renseignement. On privatise un savoir-faire en ce qui concerne la mainmise des États qui sont liés à la firme, en Afrique, on y reviendra, au profit du marché. C'est-à-dire qu'il continue d'y avoir un trafic d'influence maîtrisé par la firme, bien que, in fine, il n'y a même pas une sorte de revenu ou une sorte d'avantage qu'en tirent les citoyens, mais plutôt le marché.
Juste avant de continuer, au début, tu as dit aussi que c'était pas une. On se trompait quand on pensait que c'était une multinationale pétrolière. Oui, euh, tout à fait. Déjà, ce n'est pas une. Si vous voulez, je peux décomposer l'expression. Hein, on en sera quitte, on saura de quoi on parle. Si dans les journaux, à la radio, au comptoir, dans une salle de classe, on nous dit, bon, vous savez, Total, une entreprise pétrolière française, là, on arrête, pensée critique, on fait une halte, on analyse les mots, on dit non, c'est pas si simple. Il faut comprendre déjà que non, elle n'est pas française, elle appartient à des actionnaires, bon, elle est dépossédée, j'en ai parlé. Ce n'est pas une entreprise. Total, ce n'est pas une entreprise. La pizzeria du coin qui appartient à une famille, c'est une entreprise. Le petit épicier du coin qui gère d'une manière familiale son épicerie, c'est une entreprise. Quoi. Bon, on peut dire la même chose du café, du coin. Bon, Total, c'est pas une entreprise. Officiellement, je veux dire, d'un point de vue formel, d'un point de vue légal, d'un point de vue même opérationnel, ce n'est pas une entreprise. Il y a 934 entreprises, Total. De la même manière que Monsanto, c'est pas une entreprise. Coca-Cola, c'est pas une entreprise. Disney, c'est pas une entreprise. Même chose pour Volkswagen. Ce sont, dans leur fonctionnement, un réseau d'entités. Et je vais même aller plus loin en disant un peu comme on apprend aux enfants que le Père Noël n'existe pas, là, que les multinationales, comme entreprises, n'existent pas. Total n'existe pas. Il n'y a rien de tel dans le monde qu'une entreprise, qui s'appelle Total, qu'on pourrait en quelque sorte appréhender. De la même manière que Starbucks n'existe pas. Ce qui existe, c'est une myriade de petites et moyennes et grandes structures qui sont reliées de manière solidaire au même actionnariat, mais pas juridique. Au fond, l'entreprise multinationale n'est pas, dans notre régime, dans notre droit des affaires occidental et mondial, n'est pas un sujet de droit. Bon, donc on ne peut pas poursuivre, par exemple, Total. On peut poursuivre la maison mère, on peut poursuivre une filiale, on peut poursuivre un groupe. Et là, on va rentrer dans les arcanes du droit. Où là, on va dire, ben voilà, si on doit répliquer à ce que fait Total en Arabie Saoudite, il faut constater que sa filiale saoudienne agit en conformité avec le droit du pays où elle a été créée. L'entité bermudéenne de Total respecte le droit fiscal des Bermudes. Bon, l'entité du Myanmar respecte les droits le droit du Myanmar, birman, en ce qui concerne les droits de la personne, bon, ainsi de suite. Donc, on a là une entité qui est complètement éclatée du point de vue juridique. Donc, quand une firme va avoir un représentant nous disant ce qu'on fait est légal, c'est toujours par rapport à un droit comparable et des choses qu'on peut faire. Déjà qu'on voit en France des manifestants se faire arracher des mains, se faire éborgner, puis ça dérange personne du point de vue du droit, à peu près. Là, je veux dire, déjà, quand on estime être dans un état de droit, on voit comment violent peut être la police et l'État. Imaginez dans des pays où on n'a même pas atteint ces prétentions-là, d'une manière affichée. Donc, on a là des entités qui existent de manière morcelée et qui, d'un point de vue fiscal, peuvent très aisément contourner toutes sortes de contraintes. Et d'un point de vue légal aussi, bien sûr, et juridictionnel. Donc, on s'organise pour inscrire des activités dans des entités qui sont créées dans des pays où il n'y a pas de contraintes. Et il faut comprendre qu'en droit, tout ce qui existe, c'est ce réseau d'entités en tant qu'il est déconnecté. Je dis toujours que du point de vue du droit, une multinationale, ce sont des tentacules dont on ne voit jamais la pieuvre. Au Brésil, on voit un tentacule agir. Au Nigeria, on voit un tentacule agir. On en voit un au Canada. Mais jamais on remonte au cerveau qui, au fond, organise l'action de tous ces tentacules. On fait comme si il s'agissait simplement d'entités propres. Starbucks au Royaume-Uni, c'est une entité qui n'a rien à voir avec Starbucks en Suède. Bon. Donc, on est face à des groupes qui sont insaisissables du point de vue du droit, du point de vue de la contrainte, alors que la pizzeria du coin, elle, est saisissable. Elle est soumise à des autorités, elle a des droits et des devoirs
en ce qui concerne la fiscalité, les enjeux sanitaires, le droit du travail, et ainsi de suite. Il y a quand même encore un ensemble de contraintes qui pèsent, qui s'appellent le droit, l'autorité publique, et on ose dire la démocratie, c'est beaucoup plus complexe, là, on n'en est pas là, mais on est quand même dans un rythme de droit où il y a comme des droits auxquels on peut se référer, qu'on peut essayer de les faire appliquer ou de les changer, les modifier par le processus électoral et législatif. Bon. Pétrolière, c'est fini. Total aujourd'hui revendique des actifs à peu près équivalents dans le secteur du gaz et dans le secteur du pétrole. Mais surtout, elle est la mieux à même, avec ses semblables, ExxonMobil, BP, Chevron et Shell, de savoir que le pétrole est une richesse qu'on a épuisée. Aujourd'hui, plus de la moitié du pétrole qui est commercialisé, traité, raffiné, ainsi de suite, provient conventionnel. Donc, au fond, du point de vue des richesses naturelles, on est en train de gratter les fonds de tiroir. C'est fini le temps où les puits giclaient. Oui, on en est, on continue d'alimenter l'économie pétrolière. On continue d'aller creuser des puits en eau profonde, d'aller chercher du pétrole désespérément dans de la boue, comme dans l'Ouest canadien, où il y a le pétrole le plus sale du monde, ou dans des espèces de sous-sols un peu comme ça, à faible teneur, là, aux États-Unis. Mais ce qu'on fait, on appelle ça repousser la limite de l'extractivisme. On invente des façons d'aller chercher du pétrole qui n'intéressaient personne il y a 50 ans. Il y a 50 ans, personne allait à 3000 mètres sous les eaux chercher du pétrole. Ce n'était pas nécessaire. Ce qu'on en est là, c'est qu'on est désespéré. Donc, ils sont les premières à voir ça. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles deviennent des entités tellement puissantes qu'elles transforment le désastre écologique et économique, qui est le gaspillage pétrolier du 20e siècle, disons-le comme ça, en un marché pour des solutions autres. Là, on déguise le passage du pétrole au gaz en une décision écologique. On dit, voilà, le gaz, il pollue moins de points atmosphériques. C'est pas vrai parce que le méthane, c'est encore pire que le CO2, mais on fait semblant qu'on ne s'en rend pas compte. On ne parle pas de l'eau, on ne parle que du climat, on ne parle pas donc de l'exposition des nappes phréatiques à une pollution massive liée aux produits chimiques qu'on utilise dans la fracturation hydraulique pour atteindre, capter les poches de gaz qu'on a dans des grands sites comme ça où au fond on peut des cailloux chercher du gaz là parce qu'il y en a un petit peu ici ou là par poche, quoi. Ensuite, on se lance dans le solaire, l'énergie solaire. On présente aussi l'énergie solaire comme étant un domaine écologique. On ne parle pas cependant du problème minier que ça cause parce qu'il faut des terres rares pour produire les panneaux photovoltaïques qui durent à peu près 20-30 ans et on n'aura plus de richesse minière. Là, on ne parle plus de l'énergie, on parle des mines. Mais on fait semblant que l'écologie, c'est seulement le climat pour éviter de parler des mines qui, elles aussi, posent des enjeux à la fois économique et écologique, parce que là, on en est à puiser des sols, là aussi, dans des exploitations à faible teneur. On creuse un énorme trou pour aller chercher des échantillons pratiquement de minerais pour les écouler sur les marchés. On a besoin donc de ces terres rares-là, qui coûtent cher à exploiter, qui sont problématiques, pour produire les panneaux photovoltaïques. On va parler de la voiture électrique, qui est l'avenir. Comment... alors que là aussi, on met de côté toute la question minière. Il faut du zinc pour construire ces piles-là, piles de pointe dans laquelle Total est passé au rang de meneur. Alors, il faut à ce moment-là exploiter d'autres minerais d'une manière effrénée pour produire cette électricité-là qu'on va devoir alimenter à partir d'une électricité produite à même le gaz. On a le même problème que tout à l'heure. Et vous avez les granulés de bois, l'Internet des objets, même des sites de covoiturage qui sont aujourd'hui la propriété de Total. Ça n'arrête jamais. Donc, qu'est-ce qu'on a devant nous? On n'est pas face à une entreprise pétrolière qui s'intéresse à un domaine, comme c'était le cas au 19e siècle. On a commencé à créer ce
qu'on appelait aux États-Unis les corporations, là, et qui sont devenues les sociétés dans d'autres États qui ont su emboîter le pas, on a des pouvoirs. Là, Total, on peut la présenter comme une énergéticienne, mais c'est aussi une banque. C'est aussi un pouvoir qui, aujourd'hui, investit dans le social, dans la culture, dans l'éducation, dans la recherche, dans le savoir-faire, dans le brevetage, dans le courtage. Donc, ça n'arrête pas. Donc, on est face à des entités qui ont tellement étendu leur portée, hein, le spectre de filières d'activité sur lesquelles elles ont une emprise considérable, même du désastre lié à l'exploitation pétrolière en faisant un marché qu'on peut les présenter comme des pouvoirs. Ce ne sont plus des entreprises. Une entreprise entreprend quelque chose de circonscrit dans un domaine particulier. Ce sont des pouvoirs. Et le plus fou là-dedans, c'est que c'est dit. Il suffit d'entendre le discours. Ce que j'ai beaucoup, une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de travailler sur Total plutôt que sur d'autres groupes, c'est que les représentants de Total sont bavards. Ils parlent tout le temps. Ils vont sur les plateaux, ils parlent 1 heure. Donc on peut faire de l'analyse de discours. Et le jupon dépasse tout le temps. Ces gens-là se pensent très, très brillants, se pensent au-dessus de tout. Ils ne se rendent pas compte qu'ils en disent beaucoup plus qu'ils devraient, du point de vue de leurs propres intérêts. Mais quand vous avez Patrick Pouyanné, qui, au moment de la COP 21 à Paris en 2015, nous dit oui, bon, nous, mea culpa, c'est strictement des formules de pure forme, là, mais mea culpa, on est responsable de la pollution liée au climat, on va réduire le climat, oui, on y est pour quelque chose. On est certainement le problème, mais on est aussi la solution. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, ça, quand le PDG de Total, un groupe présent dans 130 pays, dont le chiffre d'affaires peut atteindre dans les bonnes années 14 milliards, les bénéfices peuvent atteindre 14 milliards d'euros, le chiffre d'affaires excède 200 milliards d'euros. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? On est la solution. Arrêtons-nous à cette formule-là. Ça veut dire, OK, nous, on a tout saccagé, on a tout détruit, on a profité de ce saccage, tellement qu'aujourd'hui, nous sommes les seuls à détenir les capitaux qu'il faut pour développer d'autres formes d'exploitation. Donc, on a tiré profit d'opérations qui étaient parfois de nature criminelle. Donc, je pense à l'Afrique du Sud, par exemple, dans le rapport, le fait qu'on a pu tirer profit des actifs sud-africains en collaborant avec l'apartheid, le régime de l'apartheid. Bon, des cas de cette nature, il y en a d'autres. Je parlais de la France-Afrique, tout à l'heure, je l'ai évoqué, on y reviendra peut-être. Donc là, on a des gens qui disent, nous, la solution, c'est nous aussi. Parce qu'on est les seuls à être capables de développer d'autres filières, y compris des sites de covoiturage et des choses vraiment toutes communautaires, quoi. Mais on est jusque là, puis on est les seuls, au fond, à pouvoir financer un festival de musique. Puis la restauration, parce qu'on sait aussi comment éviter de payer nos impôts. Donc, l'État n'arrive pas à boucler son budget, donc il est obligé de créer toutes sortes de partenariats avec le privé pour pouvoir financer finalement ce qui relève de sa mission sociale. Donc là, nous, c'est si vous voulez qu'on instaure, je ne sais pas moi, une tour dans une région donnée ou une vieille église, tout ça, on va peut-être le faire. On va même participer à la restauration des œuvres du Louvre. Et l'État, mais sans fierté, finit par remercier le Total à même les salles d'exposition du Louvre, en à s'humiliant, au rang simplement au fond d'État pauvre, indigent. Donc, la firme se présente comme étant la solution pour tout. Et elle joue le rôle de banquier, d'entreprises pétrolières, gazières, écologiques, travaillant sur les alternatives, c'est un anglicisme, mais sur les options, disons, énergétiques du 21e siècle, comme étant une sorte de France bis, un ministère bis des affaires sociales, un ministère bis de la culture, un ministère bis des affaires étrangères, ainsi de suite. Et vous avez, moi, si vous me permettez, j'ai fait un peu d'analyse de discours avec Total. Je la cite souvent, cette phrase-là, mais
tout y est, quoi. Vous avez Vladimir Poutine qui reçoit Patrick Pouyanné en 2014, quelque temps seulement après le décès étonnant de son prédécesseur Christophe de Margerie, et qui est reçu comme un chef d'État. Parce que Patrick Pouyanné, c'est un souverain. Hein. C'est un souverain comme Emmanuel Macron. Il a beaucoup plus de pouvoir qu'Emmanuel Macron à mains égards. Bon. Ou que son ministre des Affaires étrangères. Bon. Donc, il est reçu par Poutine comme un chef d'État, parce que Total, c'est plus une entreprise, c'est un pouvoir. Bon. Qui ne représente pas des citoyens, mais des actionnaires, qui exerce son autorité de manière nouvelle, qui a un rapport à la loi qui est de nature nouvelle. C'est ça qu'il faut étudier, c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, il reçoit Patrick Pouyanné avec les grands honneurs, avec tout le décorum qui est réservé normalement à un homologue. Et il y a un communiqué de presse qui émet le Kremlin au terme de la rencontre avec Patrick Pouyanné, comme lorsqu'on reçoit un chef d'État. Et dans le communiqué de presse, il y a une citation de Patrick Pouyanné qui dit ceci: « Même si Total est une société privée, c'est la plus grande entreprise française et elle représente d'une certaine manière le pays lui-même. » Bon, vous notez qu'il y a une faute de syntaxe dans la phrase, là, mais hormis cela, probablement qu'il n'y a pas de grammairien que Total a les moyens d'embaucher, mais il reste que on a là une phrase qui, d'une manière nette, se présente comme étant capable de disposer des pouvoirs de la République. Et j'ai d'autres citations que j'ai citées dans le totalitarisme pervers, qui est l'espèce d'abrégé de quoi Total était la somme, qui nous montre Pouyanné dire « Oui, c'est très bien d'être officiellement français. » Là, officiellement, c'est moi qui l'ajoute, là. C'est très bien d'être officiellement français parce qu'on a le droit de veto à l'ONU, parce qu'on a l'ambassade. Et on dirait que c'est lui le président. Et jamais cela n'appelle de réaction de la part de l'Élysée en disant « Ben là, pour qui vous prenez ?» Vous imaginez un artiste aller dans le monde dire « Au fond, c'est moi la France. » Je suis content d'avoir un droit de veto à l'ONU. Bon, je veux dire, c'est ridicule. Si, à moins d'avoir vraiment le pouvoir, on serait ridicule, quoi. Donc, si c'est pas ridicule, c'est qu'on a vraiment le pouvoir. Et quand on voit comment, de toute façon, Emmanuel Macron a décroché son poste à l'Élysée, avec le soutien de qui, comment Patrick Pouyanné était content qu'il se fasse élire, hein, comment il a dit que c'était fini l'axe gauche-droite. Enfin, on est passé à un axe libéral raciste, et comme le racisme reste quand même, on est encore heureux, plus ou moins, plutôt un repoussoir, mais jusqu'à quand, je ne sais pas, mais en tout cas pour l'instant, encore un repoussoir. On fait gagner le libéralisme comme ça, puis on oublie quoi? La question démocratique. La participation citoyenne. Justement, parce que là, on est au cœur de ton propos, mais Total, c'est un pouvoir. Et Total, il ne fait pas que créer des entreprises qui vont aller dans des endroits où le droit est plus avantageux à lui. Tu nous expliques que Total, il se veut créateur de droit. Il instrumentalise les droits des États. Oui, c'est assez. C'est un dossier assez compliqué que je peux essayer de résumer. Et c'est vraiment ce en quoi consiste ma recherche là, dans ce pavé de quoi Total est-elle la somme. Je le montre simplement pour montrer l'épaisseur. C'est qu'en fait, ce qui m'a intéressé, hein, c'est une phrase récurrente chez les représentants de la firme, qu'on entend aussi auprès de représentants d'autres firmes de cette ampleur, de cette envergure. C'est que ce que l'on fait est légal. Bon. Et bon, j'ai pas voulu adopter une réplique du berger à la bergère, hein, qui aurait consisté à dire non, c'est pas légal, c'est illégal ce que vous faites, vous êtes des criminels. Bon, c'est pas ce que j'ai fait. J'ai entendu plusieurs fois Christophe de Margerie et Patrick Pouyanné à sa suite prétendre, hein, et même plaider en public que ce que fait Total est légal, relève de la plus stricte légalité, on observe la loi, la lettre de la loi, on est bon. Et je me suis dit, d'accord,
acceptons cette prémisse. Faisons-en une prémisse. Et demandons-nous, alors, comment il se fait qu'on prétende à la légalité? J'aurais envie d'ajouter à juste titre, si on considère la loi et le fonctionnement de ce qu'on appelle, entre guillemets, la justice, et au fond, le développement des différents régimes de droit dans le monde, comment il se fait qu'on peut prétendre à la légalité quand il s'agit de pactiser avec le régime de l'apartheid, quand il s'agit d'endetter outrancièrement l'Algérie pour permettre à une oligarchie plutocrate de détourner continuellement des fonds sur des décennies, quand il s'agit de faire travailler de force des femmes, des enfants et des hommes, un fusil sur la tempe pour construire un gazoduc au Myanmar, quand il s'agit d'exploiter un pétrole tellement polluant qu'il met auprès des Premières Nations du nord de l'Alberta ou des populations nigérianes, des gens sur le point de suffoquer parce que littéralement, on boit du pétrole. Littéralement. On nous fait boire du pétrole continuellement. Au Nigeria, il y a l'équivalent à chaque année d'une marée noire quand on considère les fuites des pipelines, des oléoducs qui forment une sorte de vaste spaghetti là-bas. Là. Bon, sans parler d'explosions, d'accidents, ainsi de suite. On pourrait parler aussi du contrôle des cours. Qu'est-ce qu'il y en est d'une commission présidée par un gaulliste social dans les années 1970 en France, Julien Schwartz, soutenu par les communistes, un gaulliste social soutenu par les communistes qui avait organisé une commission en 1974 sur la collusion des sociétés pétrolières dans la fixation des cours en France. Il s'en est rien suivi. Il s'en est suivi rien. En 1992, le gouvernement succinct de Pierre Brégovoy a tout simplement levé ce qui relevait des lois qu'on violait tout ce temps-là. Mais on a fixé les cours en France allègrement avec comment dire, la bienveillance de l'État. Légalement. Tout est légal. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est de montrer en quoi c'était légal. Vraiment. Pour montrer que le problème, c'est pas simplement une firme qui agit illégalement. C'est une firme qui arrive à, je résumerai les choses ainsi, à se jouer du droit. S'il s'agit de trouver une formule qui s'applique à différents cas d'espèce, je dirais qu'on se joue du droit. Se jouer du droit, ça peut vouloir dire carrément écrire la loi. On a des lobbies extrêmement puissants qui pèsent sur le cabinet du ministre, sur le ministre, sur sa carrière, souvent, et qui arrivent à le faire chanter, ainsi de suite. Même chose à l'échelle de l'Union européenne ou aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. On est capable de faire en sorte que la loi soit rédigée telle qu'on souhaite qu'elle apparaisse dans les textes officiels. Et il va y avoir des situations pires. Rappelez-vous la situation de Benoît Hamon, avant qu'il soit candidat à l'élection présidentielle, mais après qu'il ait quitté le ministère de l'Éducation en France. C'est il y a quelques années, ça. Il a dit, aujourd'hui, l'industrie n'a plus besoin de lobbyistes parce que les hauts fonctionnaires qui sortent des grandes écoles ont une pensée qui est formatée sur mesure pour, en quelque sorte, relayer, mais presque spontanée, finalement, la pensée des lobbies. On a aliéné, si on veut, des gens qui sortent en étant infatués d'eux-mêmes, tellement sûrs de leur supériorité intellectuelle, parce qu'ils viennent des grandes écoles, ils ont des grands diplômes, mais c'est des grandes carrières aussi, et qui se trouvent à penser comme l'industrie souhaite qu'ils pensent. Quoi. Bon, donc là, il y a vraiment un problème lié à la rédaction de la loi. Ensuite, il y a les vides juridiques. Quand on a voulu poursuivre Total relativement au cas du travail forcé au Myanmar, on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien dans la loi qui permettait de le faire. Il y a des vides juridiques. Les avocats, les étages d'avocats de la firme sont à même de repérer ces failles-là dans le droit. Ensuite, on aura tout ce qui relève de ce dont je parlais tout à l'heure, la distinction entre les entités d'un même groupe. Quand on a voulu poursuivre Shell aux Pays-Bas, où il y a le siège social de Shell, pour ce que fait Shell
Au Nigeria, dont je parlais tout à l'heure, la principale société au Nigeria, en ce qui concerne de la négligence là, hautement problématique en ce qui concerne la gestion de ces sites. On n'est pas loin de Total, hein, parce que Total a 10% des parts de la filiale de Shell. Hein. Les entreprises, elles ne sont pas tout le temps toujours concurrentes, elles sont très souvent partenaires. Elles sont à la fois partenaires et concurrentes. C'est toujours ensemble qu'elles agissent. Bon, donc je parlais tout à l'heure avec la compagnie française de pétrole, là, les cartels. Bon. Shell, c'est-à-dire Total à hauteur de 10% d'un groupe extrêmement prolifique qui concerne la génération d'actifs, plaide, elle reconnaît elle-même manquer à ses devoirs. Ben, la juge aux Pays-Bas, quand elle est sollicitée pour prononcer un jugement sur ce cas-là, je passe sur les détails techniquement assez chargés, elle dit, finalement, elle reconnaît un certain nombre d'enjeux, d'abus, mais elle dit, mais je ne peux pas condamner la filiale d'un groupe qui est indépendant de la maison mère. Donc, aller au Nigeria, trouver un juge hein, qui va, au péril de sa vie, hein, condamner, d'ailleurs, avec quel levier. Bon, vous voyez tout de suite l'absurdité. La France, à la toute fin du quinquennat Hollande, a fait voter une loi sur un devoir de vigilance qui fait que dans ces cas-là, aujourd'hui, ça ne devrait plus être possible. Il y a le problème ensuite de faire appliquer la loi. Ça, c'est tout un contrat. Mais il y a aussi le fait que c'est sur des cas extrêmement graves. Il faut vraiment taper fort pour pouvoir s'assurer que la loi soit appliquée. Donc, on a ce cas de figure-là. Il va y avoir aussi la passivité du parquet. Il y a des moments où seul le parquet a le pouvoir politique, juridique, juridictionnel, j'aurais envie de dire aussi financier, hein, les compétences d'enclencher des poursuites judiciaires et soumis au pouvoir politique, il ne bouge pas, il reste inerte. Donc on attend, il ne se passe rien. Donc c'est une façon aussi d'avoir le dessus. Dans des régimes de droit comme celui des pays du Commonwealth ou des États-Unis, il y a les fameuses ententes hors cours, quand ça se met vraiment à aller mal. Et que là, on sent qu'on perd le contrôle et qu'on est dans les raies de la justice. Ben, l'échappatoire, c'est de donner des millions, soit à une contrepartie qui sera privée, soit à l'État lui-même, pour pouvoir se dégager d'une poursuite sous le sceau de la confidentialité, sans aveu de culpabilité, et dire, ben, ce qu'on fait, c'est légal. Et il y a cette phrase magique de Christophe de Margerie qui dit « Tout ce qui n'est pas interdit est permis ». Et on pourrait ajouter « Tout ce qui n'est pas condamné est légal ». Donc, on peut toujours plaider la légalité, mais vraiment, et là, je pourrais continuer là, sur les modes procéduraux. Il y a aussi, par exemple, on l'a vécu non loin de chez vous, à Toulouse, hein, les méthodes dilatoires hein, relativement à l'explosion de l'usine AZF, où on fait traîner, on invente des recours, on trouve toutes sortes de façons d'appeler, de sorte que les parties impliquées dans le procès ont le temps de décider. Hein, tellement un jour, c'est leurs descendants qui vont apprendre quelle est la décision relativement à leurs parents. Donc, on est face à énormément de façons de se jouer du droit, se jouer de la loi. Et ce qui ressort de cela, c'est une attitude perverse. Et là, je me suis permis d'entrer dans des considérations que j'oserais qualifier de psychanalytiques, là, mais en étant prudent, en ne me lançant pas dans toutes sortes de spéculations disons, débridé. Hein. Il s'agit de se dire, ben, au fond, la perversion dans tout ça consiste à se donner de la confiance et à élaborer une façon dont le droit hein, trouvera sa légitimité hein, d'une manière transcendante, là, une sorte de principe un peu flou, sans qu'on donne l'impression d'agir soi-même. Et c'est la force de des processus et des procédures par lesquelles on se joue ces machinations, ces constructions, c'est de pouvoir toujours agir comme si c'était dans l'ordre même des choses que se produisait la réalité. Hein, c'est comme si on y était pour rien. Le hasard, le droit, l'évolution historique fait de nous des multimilliardaires, de 80% de la population des indigents,
qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, c'est la vie. Nous, on n'y est pour rien, on est seulement des justiciables, on est des petits acteurs. Et c'est un petit peu comme si Total, à l'instar des autres représentants des firmes, avait un juge dans sa main comme une marionnette, là, et ventriloquait le juge, hein, ou le ministre, ou le commissaire européen, hein, lui faisant dire, mais dans une sorte de skise qui est presque authentique, là, je finis par vraiment penser qu'ils sont fous, hein, dans une sorte de skise vraiment authentique où on a vraiment l'impression que le pouvoir qu'on fait parler parle d'une manière autonome et érige un monde qui nous qui nous innocente et qui fait même de nous des puissants. Oui, alors justement, parce que voilà, ton titre, il interpelle le totalitarisme pervers. Quand on pense à totalitarisme, on pense à un régime politique avec parti unique, culte de la personnalité, manifestation de masse, etc. Et puis, toi, tu es en train tu t'appuies notamment sur ce que disait Arendt pour expliquer que dans le libéralisme, il y a une forme de totalitarisme et tu définis ce totalitarisme pervers. Est-ce que tu peux nous parler plus de ça? Oui, en fait, je suis parti aussi de l'ouvrage d'un politologue qui s'appelle Benjamin, qui porte sur la nature infantilisante du capitalisme. C'est un bon livre. Mais à un moment donné, il y a un passage qui est un peu troublant, où il parle continuellement de cette société dans laquelle on est, consumériste, productiviste, ainsi de suite, où on a des droits formels, mais ces droits formels-là, on arrive très très peu à les faire valoir parce qu'on les a simplement quand ils ne servent plus. Dès qu'on rentre dans une usine, on est lié à un autre droit que celui de la Constitution, parce qu'il y a un sous-droit qui est celui du travail et qui fait de nous un subordonné. Et le droit d'association, il est conditionné à un droit sur la syndicalisation. Donc, il y a comme il y a toujours des trappes, hein, dans la loi qui permet, au fond, de ne pas obtenir ce qui est promis. C'est vraiment une réalité kafkaïenne, quoi. Et donc, Benjamin Barber, lui, veut parler de cette réalité totalisante. On a des pouvoirs qui sont capables de peser sur nos désirs, hein, sur nos choix sociaux, hein, sur les de la loi, sur les modalités d'organisation des campagnes électorales, sur à peu près tout, quoi, ce qui fait la société d'une manière totalisante. Hein? Et donc, il y a quelque chose d'une somme là, en jeu là, par rapport au levier dont dispose des pouvoirs et à la capacité d'agir et d'influencer, de peser et de contrôler. Bon. Mais il n'arrive jamais à dire totalitarisme ou totalitaire. Il n'est pas capable. Il le dit lui-même explicitement, il n'est pas capable. Il dénonce même Herbert Marcuse, le freudo-marxiste, là, qui parle en ces termes-là, parce qu'il dit, mais non, après tout, le totalitarisme, c'est Hitler, c'est Staline, c'est quelque chose de très, très, très précis. Hein? Hannah Arendt en a parlé. Puis il y a comme une sorte de totémisation d'un terme qui, à mon sens, doit gagner en plasticité, comme tous les concepts. Hein. Si on rigidifie les concepts, on ne peut plus parler, on est toujours en train de créer des néologismes et on ne fait plus de lien entre les choses. C'est-à-dire, un mot peut s'appliquer à différents cas de figure et, comment dire, faire valoir une sorte de logique transversale sans s'appliquer, se manifester de manière identique. Et c'est pour ça que j'ai choisi surtout d'adjectiver le mot. On parlait de totalitarisme pervers et non pas de totalitarisme psychotique, qui serait celui de Hitler, Staline, qui là, suppose dire une vocifération tonitruante, hyper visible, où on a des figures comme ça qui s'érigent presque au rang de l'universel pour aboyer des ordres, quoi, ou faire valoir en tout cas une autorité sur le mode d'un rouleau compresseur, là, imparable. Le totalitarisme pervers consiste à laisser la place vide, à organiser la manifestation d'un pouvoir à travers ceux-là même qui y sont soumis. On utilise les gens qui sont soumis à un pouvoir comme les sauf-conduits du dit pouvoir. Les employés qui deviennent actionnaires, qui ont peur de perdre leur emploi, qui veulent avoir une bonne opinion d'eux-mêmes, alors qu'ils finissent par, au fond, justifier ce qu'ils font de plus, de plus dégueulasse. Hein, bon, ou en tout cas de problématique, de préjudiciable, d'immoral, même si on veut se référer à ces catégories-là. Donc, on trouve une façon de faire passer le pouvoir, c'est une analyse un peu plus foucaldienne, si vous voulez, à travers des agents qui, en même temps, le subissent. Hein, et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que grâce à ces effets-là,
hein, qui sont ceux aujourd'hui des multinationales, on arrive au fond, à profiter de l'élaboration d'un système sans donner l'impression et sans même qu'on est à son origine et sans même, au fond, occuper la fonction du pouvoir d'une manière claire. Aujourd'hui, le pouvoir, on le laisse à des fusibles. Emmanuel Macron, c'est un fusible, hein, comme François Hollande avant lui, puis comme celui qui lui succédera. Et moi, il peu me chose de savoir de qui il s'agira si on reste dans le même régime. Ouais, et au fond, c'est dit clairement, là aussi, qu'on fait de l'analyse de discours, quand Patrick Pouyanné, par exemple, va répéter la politique ne m'intéresse pas. Et là, on a l'impression que c'est quelqu'un qui finalement est humble, qui se soumet à l'autorité politique. Ça ne l'intéresse pas d'aller jusque-là. Il prétend finalement ne pas vouloir influencer un processus démocratique. C'est l'impression que cela donne de manière rhétorique. Mais il va ajouter, après avoir dit « je ne m'intéresse pas à la politique », je m'intéresse à la géopolitique. Puis qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au fond, la politique, c'est l'affaire de la plèbe, quoi. C'est l'affaire des pauvres, c'est l'affaire des misérables qui s'entre-déchirent pour savoir qui va porter la couronne. Total s'en moque bien de savoir qui va porter la couronne. Ce que Total sait, c'est qu'on a conditionné l'agir politique en général de façon à ce que le titulaire de la couronne soit obligé de marcher au pas, hein, et d'aller dans une certaine direction. Hein, et on a au fond verrouillé dans toutes les modalités au fond souveraines, quoi, et aussi, on s'est assuré que la personne qui a la couronne, peu importe qui, parce qu'on en finance plusieurs, sera redevable, quoi. Bon, il y a tous ces enjeux-là. Donc, on est face à une entreprise qui règne, mais d'une manière perverse. C'est-à-dire que sans qu'on voit qui règne, quel règne, et sans qu'on voit quel est le sujet qui règne. Et cela n'est pas étranger à cette mouvance depuis, je dirais, 20-30 ans, de manière exponentielle, la théorie du complot. Pourquoi il y a de la théorie du complot? Au-delà des discours, moi, je ne méprise pas les gens qui sont là-dedans, mais sans pour autant adhérer à des positions souvent fantasques. C'est ce qu'on comprend, ce que révèle symptomatiquement, hein, le foisonnement de théories du complot, parfois plus ou moins rigoureuses, parfois totalement farfelues, là. Ça dépend vraiment des cas, puis je ne mettrai pas tout dans le même sac. C'est l'angoisse qu'il y a à ne pas savoir qui domine, qui règne, qui décide. Et au fond, le symptôme, si on regarde les choses plus intelligemment qu'en riant ou en les dénonçant, le symptôme de la théorie du complot, c'est le fait que dans notre régime politique contemporain, il y a un doute fondé à savoir qui décide. On ne sait pas qui décide. Moi, je ne sais pas vraiment qui décide. Je ne suis même pas sûr que c'est Patrick Pouyanné qui décide parce qu'il concerne Total. C'est ingérable, cette affaire-là. Bon. Donc, on est face à un ordre qui s'auto-régule d'une manière assez chaotique quand même et destructrice surtout parce qu'il n'y a plus personne pour tenir les règles. Et ne sachant pas qu'il y a des gens dans notre société qui sont angoissés par ce vide-là, qui ne font pas le deuil d'une connaissance alors qu'ils décident. Alors, on va dire à peu près n'importe quoi, c'est tout le temps la CIA, ou c'est les 200 familles, ou c'est je ne sais trop quel acteur de l'ombre, on va gratter, puis on va toujours trouver quelqu'un. Parce qu'on s'ennuie de l'époque où on savait qui décide. On s'ennuie d'Hitler, finalement. On s'ennuie de la structure psychotique. Bon. Maintenant, pourquoi s'intéresser à Total? Moi, j'y suis pour rien dans ce choix de mots. Je suis parti des textes et je me suis adonné à m'intéresser à une société qui s'est appelée d'elle-même Total. Dans les années 50, au moment où on est en train de développer ces textes sur le totalitarisme. Et là, c'est pas moi qui projette, là. Je fais des recoupements, oui, j'extrapole un peu, mais quand même, ceux qui veulent juger par eux-mêmes pourront lire mes travaux. L'idée, c'est de voir comment on en est venu à s'appeler Total. Bon, pourquoi on s'est appelé Total? C'est une longue histoire aussi. J'ai essayé de la faire courte. En 1928, la France hérite par l'Allemagne dans un consortium en gestation au Moyen-Orient pour faire main basse sur le pétrole. Bon, gérer le pétrole de manière souveraine avec le soutien financier des États en garantissant aux États l'approvisionnement. C'est tout. Pas le contrôle. Donc, les États sont tellement obsédés par l'approvisionnement parce que d'un point de vue militaire et stratégique, le pétrole devient absolument indispensable. C'est une richesse névralgique. On gagne ou on perd la guerre selon qu'on a accès ou pas au pétrole. Tout ce qui compte, le foyer de la réflexion porte sur l'approvisionnement. Donc, on crée Total, on crée la British Petroleum, on crée des entités qui vont garantir l'approvisionnement
mais on ne se soucie pas de contrôler ces groupes-là. Donc, on crée des Frankenstein, des espèces d'entités qui sont plus fortes que les États, hein, au seul prétexte de les approvisionner pour les alimenter en cas de guerre en particulier. Bon, donc ces structures-là ont pour partie prenante des très gros joueurs, là, notamment la Standard Oil, mais aussi BP et Shell, qui sont beaucoup plus puissantes que la Compagnie française des pétroles. Bon, la Compagnie française des pétroles, péniblement, en 10 ans, arrive à se constituer, arrive à exploiter un petit peu, mais les anglophones, enfin les anglo-saxons, comme on dit, s'en moquent tellement que la CFP, la Compagnie française des pétroles, est présentée par eux comme étant Can't Find Petroleum, quoi. C'est les incapables, quoi. Ils sont complexés. Bon, ils sont complexés par rapport à cette grande entité-là. Et donc, quand vient le temps, après avoir développé, acheté Azure, acheté un réseau de distribution, avoir financé un oléoduc, être capable un petit peu de jouer dans la cour des grands minimalement, ben, ils doivent se donner une enseigne, parce qu'on a maintenant des stations-service au coin des rues, puis s'appeler Compagnie française de pétrole, c'est un peu lourd, hein, c'est pas très vendeur. Alors on a besoin d'une marque. Alors qu'est-ce qu'on fait? On crée la marque Total. Bon. Pourquoi? Parce que c'est une façon de se faire un peu plus grand que soi-même. C'est-à-dire, nous aussi, on est Total. Nous aussi, on joue dans la cour des grands où il est question d'avoir une emprise totale sur le secteur pétrolier. Ces grands groupes-là ont signé quand même entre elles 2 accords, l'accord de la ligne rouge, l'accord as is, qui consiste à l'exploitation des richesses dans les principaux sites du monde, une collusion par rapport à l'écoulement des biens pétroliers sur le marché. Donc, il y a quelque chose d'un totalitarisme qui se développe quant à la question énergétique, là, hein, où on dicte, au fond, les prix, les méthodes, les cours, les modalités d'accès au pétrole. Et Total, au fond, consiste à trahir cette réalité-là en se donnant ce nom-là. Et donc, le totalitarisme de Total, qu'est-ce que c'est? C'est de participer à l'élaboration du pouvoir des multinationales, d'abord dans le domaine pétrolier, ensuite ce sera dans le domaine énergétique en général, informatique, agroalimentaire, ainsi de suite. Donc, ce modèle pétrolier-là va ensuite se développer dans d'autres secteurs auxquels parfois Total va carrément participer, dans la pharmaceutique, par exemple, les maquillages, ainsi de suite, les produits de beauté, comme on dit. Donc, il y aura là la cosmétique. Il y aura là on va dire la démultiplication des structures sur la base de ce modèle qui se trouve trahi par le nom même de Total et la motivation même du groupe. J'ai pu comme traquer des citations dans des textes d'histoire publiés par Total elle-même pour essayer de comprendre la motivation. Donc là, on a une société qui se prétend agir sur le plan d'une totalité. Hein, elle est totale. Qu'est-ce que ça veut dire être totale? C'est un monopole vertical, hein, c'est-à-dire qu'on est capable de financer de l'exploration, après avoir des découvertes, de financer l'accès à des droits d'exploration, d'exploitation, de transporter, de distribuer, de capitaliser, de recommencer. Tout ça alors que le pétrole aurait très bien pu être géré par des milliers d'entreprises petites et moyennes, des coopératives, des petites sociétés d'État, ainsi de suite. On n'avait pas besoin des multinationales. Les multinationales se sont interposées dans l'histoire pétrolière pour contrôler l'exploitation d'une richesse qui aurait très bien pu être exploitée autrement que sur ce mode totalisant et monopolistique. Mais il a entendu qu'à chaque fois qu'on parle de la totalité, c'est une façon de parler. Il n'a jamais existé de régime totalitaire dans l'histoire au sens absolu. Même l'hitlérisme, qui était comme le parachèvement du modèle totalitaire, n'a pas empêché un tel ou un autre, à un moment donné, d'avoir une idée par lui-même ou par elle-même. C'est toujours une façon de parler. C'est une façon, le totalitarisme renvoie à une capacité qu'ont des pouvoirs, privés ou publics, psychotiques ou pervers, selon les périodes historiques, de paramétrer la société sur la plupart des champs qui la concernent. On pourrait définir les choses comme ça, ce qui n'empêche pas un jour un tel ou un autre d'essayer de résister. Ça n'empêche pas, on le sait, ça n'empêche, le totalitarisme n'empêche pas la résistance, il en est même sa condition, mais il renvoie à une domination certaine et laissant très, très, très peu de place à l'opposition aussi, ce qui est le cas aujourd'hui de l'oligarchie financière et industrielle mondiale qui porte le nom joyeux de mondialisation économique.
Eh bien, merci bien. Je pense que tu as été assez exhaustif. Et mais merci pour cette conférence. Ça fait Et, plaisir. ah, bien, J'espère qu'on aura oui, l'occasion de discuter oui. à un autre moment. J'espère bien. Bon, merci. Maintenant, ce sera plus dans la conférence. C'était brillant, vraiment. Je pense que là, c'était ça. Tu vois, c'était 1h10 de conférence, Bon, mais je pense pas que ça va lasser. C'était bien, hein, vraiment. Et puis on merci. verra, peut-être en méritocratie, on t'appellera, peut-être si on fait un sujet autour de ça, ça risque d'arriver un petit peu dans les prochaines journées. Et, Avec plaisir. et j'espère qu'on pourra la mettre sur le site des Journées Libertaires à la conférence. Absolument. Bon, écoute, merci bien, Alain. Merci. Merci à vous. Bonne continuation. Ouais, merci. Allez, je ne sais pas comment, alors, je suis très bon, hein, je ne sais même pas comment on enlève le truc.